Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 270e briefing. Merci d'être toujours fidèle au poste malgré le changement d'horaire. Donc, je vois que vous êtes néanmoins toujours aussi nombreux, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, alors une petite variation. Arnaud est en déplacement et donc ne pourra pas rejoindre le briefing. Et donc, la lourde responsabilité de l'entièreté du briefing va reposer sur les larges épaules d'Igor. Donc, on n'est pas inquiet, ce sera parfait. Voilà, mais donc, bon, on va garder le format un petit peu habituel, c'est-à-dire que, bon, en lieu et place d'Arnaud, Igor va commencer par tout ce qui est politique et économie à l'intérieur de la Russie, et puis dans une deuxième partie, donc, il prendra son rôle plus habituel en nous parlant ben, des événements internationaux, de la diplomatie, savoir si la paix est proche ou pas. Enfin voilà, on attend encore une fois son expertise et ses pronostics qui sont toujours révélés et parfaitement justifiés. Voilà. Donc, eh ben, sans plus attendre, Igor, que s'est-il passé en Russie en termes politiques et économiques depuis lundi? Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer effectivement par les nouvelles portant sur la politique intérieure et la société. Et je dois bien dire que en cette rentrée, j'ai pas vraiment trouvé grand-chose. Donc, je me suis rabattu sur des sondages d'opinion réalisés par l'Evada ou par le Stium, et qui donnent un petit peu état d'esprit de la société russe sur certaines questions d'actualité. Dont les résultats sont, ma foi, intéressants. Alors, un sondage Levada, tout d'abord, qui était publié fin août au cours duquel Levada interroge les Russes notamment sur toute une série de questions liées à leur perception de la Russie, aux intérêts nationaux et à des thèmes liés donc à des thèmes connexes, hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ce sondage, 78% des sondés déclarent qu'ils sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle, je cite, le pays doit servir ses propres intérêts, même si cela mène à des conflits avec d'autres États. Fin de citation. Donc 78% des répondants qui sont d'accord avec cette citation. Donc les intérêts l'emportent sur, j'allais dire, la paix ou préserver la paix. S'il faut aller se battre pour les préserver, eh bien, il faut aller se battre. Toujours dans le cadre de ce sondage, autre citation que j'ai relevée, avec lesquelles les Russes se déclarent d'accord, les étrangers ne doivent pas pouvoir acheter de terres en Russie. 74% des Russes sont d'accord avec, selon Levada, avec cette citation, hein, selon laquelle finalement la propriété de la terre ne doit revenir qu'aux Russes et pas aux étrangers. Et pour finir sur ce registre-là, une autre citation, les grandes entreprises internationales nuisent de plus en plus aux entreprises russes. Eh bien, 56% des sondés déclarent qu'ils sont d'accord avec cette affirmation, ce qui donc évidemment problématique pour les entreprises étrangères encore présentes en Russie ou présentes en Russie, puisqu'il n'y a pas de distinction de nationalité, hein, dans la question posée par l'Evada, ce qui explique aussi peut-être le chiffre de 56%, mais néanmoins, j'ai trouvé intéressant de relever ce sondage Levada. Autre sondage, lui aussi publié par Levada le 29 août sur la rencontre en Alaska. On a sondé les Russes sur la rencontre en Alaska, rencontre pour laquelle nous avions réalisé une édition spéciale au beau milieu du mois d'août. Eh bien, 79% des Russes accueillent ce sommet positivement, contre 8% qui le considèrent de manière négative. Alors on peut dire que ces 8%, c'est vraiment le noyau dur de la mouvance Z, hein, ceux qui estiment qu'il n'y a pas de compromis possible avec l'Occident collectif, les États-Unis. 79%, c'est quand même une majorité très écrasante, et donc ça fait écho aux aspirations de paix, ou au fait que la société en Russie est prête à accepter la paix. Ça, ce sont des sondages réalisés par le Forum, le Ftium et l'Evada qui le mesurent et qui le montrent. On en avait parlé avec Arnaud au cours de séances précédentes. Donc, on peut analyser ce 79%, en tout cas, on peut le relier à ces résultats-là. Sur la portée de ce sommet, en revanche, les choses sont un petit peu plus nuancées, encore que 53% estiment que ce sommet aidera à conclure la paix, et contre 37% qui considèrent l'inverse, à savoir que ce sommet ne servira à rien et ne débouchera pas sur la paix. Donc, ça ne veut pas dire que
Les 37% sont de la mouvance Z ou sont hostiles à la paix, c'est pas ça, mais on peut dire que dans le lot, il y a des réalistes qui considèrent que ce sommet, quand bien même on a des aspirations à la paix, ne permettra pas de déboucher sur un accord et de faire taire les armes sur le champ de bataille. Bon. Donc comment dire, une appréciation un petit peu plus équilibrée de ce côté-là. Dernier élément dans cette rubrique société, en lien donc cette fois-ci avec les réseaux sociaux, dont il a été beaucoup question ces dernières semaines, et le blocage de certaines plateformes notamment. Un chiffre que j'ai relevé, les services de VK Vidéo, la plateforme vidéo de Contact, si vous préférez, VK Vidéo, a dépassé en termes d'utilisateurs YouTube au mois de juillet 2025, puisque la plateforme russe a été utilisée par 76,4 millions de personnes au mois de juillet 2025, juillet dernier, alors que YouTube a été utilisé par 74,9 millions de personnes, ce qui fait qu'il y a un différentiel de 1,5 million en faveur de la plateforme russe. Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui sont partis en voyage? Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion? Est-ce qu'il y a des problèmes... Voilà, comment comptabiliser les VPN aussi? On ne sait pas trop, mais VK Video a enregistré son record par rapport à YouTube cet été. J'en viens à l'actualité économique, beaucoup plus fournie, et beaucoup plus fournie en raison du déroulement en ce moment du Forum économique oriental à Vladivostok. Alors, je le rappelle quand même, hein, le Forum économique oriental, c'est un rendez-vous économique et business annuel qui se déroule depuis 10 ans donc, à Vladivostok. Cette année, il se déroule du 3 au 6 septembre. L'objectif, lors de la création de ce forum, eh bien, c'est de susciter, d'attirer, de capter les investissements étrangers en Extrême-Orient, enfin étrangers et pas que étrangers, d'ailleurs, investissements russes aussi. En Extrême-Orient, si vous voulez, c'est un petit peu le pendant oriental du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui se déroule au mois de juin. Et donc, lors de ce forum, vous avez des officiels russes qui se déplacent à Vladivostok. Vladimir Poutine est arrivé tout à l'heure, des ministres, des représentants des cercles d'affaires, des chefs d'entreprise qui vont à Vladivostok pour ce rendez-vous. Bon, faut bien dire que ça n'a pas la même, comment dirais-je, la même ampleur ou la même importance que peut l'avoir le forum de Saint-Pétersbourg, hein. Mais néanmoins, c'est un forum qui se déroule donc depuis 10 ans. Alors cette année, on trouve des délégations en termes de pays étrangers, des délégations chinoises, des délégations vietnamiennes, indiennes, des délégations qui viennent du Laos, de la Malaisie, de la Thaïlande notamment et des dialogues d'affaires, c'est-à-dire des sessions d'affaires bilatérales sont prévues, notamment avec la Chine, avec l'ASEAN, avec l'Inde et la Thaïlande. Alors, il y a eu, ça c'est pour le décor, il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont déjà été faites par des ministres, alors, notamment celle de M. Rechetnikov, hein, le ministre du Développement économique, qui a constaté que l'économie russe se refroidissait plus vite que prévu. Il dit enfin, que ses services ont constaté une déflation de l'économie russe en août. Et d'après lui, la Banque centrale dispose d'une grande marge de manœuvre, hein, ce sont les termes qu'il a employés, pour réduire son taux directeur. Je rappelle qu'il est à 18% aujourd'hui. Et ces déclarations font écho à celles qu'on avait pu entendre en juin, excusez-moi, du côté de Saint-Pétersbourg. Là aussi, on les avait analysées durant le briefing ou un certain nombre de responsables économiques, dont M. Rechetnikov, mais il n'était pas le seul, déclaration de M. German Greff aussi, notamment, M. Silwanov et d'autres, sur le sujet du taux directeur et du niveau du taux directeur. Et on avait perçu une forme d'agacement dans la déclaration de certains ministres à l'égard de ce niveau jugé trop élevé du taux directeur. À l'époque, il était de 21%. Et dans ces déclarations, à travers ces déclarations, on sentait que certains voulaient un petit peu presser la main de Mme Nabiolina pour qu'elle abaisse ce taux directeur. Bon, finalement, ça s'est réalisé dans l'été, hein, puisqu'aujourd'hui, il est à 18% depuis environ 5 ou 6 semaines, je ne sais plus. Monsieur Silwanov, ministre des Finances, a évoqué les prévisions de croissance économique pour 2025, qu'il estime que cette croissance ne sera pas inférieure à 1,5%. Alors là, il y a des fourchettes qui varient, puisque M. Silonov donc explique que ce sera au moins 1,5%, voire plus. Les services de M. Rechetnikov, que j'évoquais juste avant,
n'ont pas pour l'instant changé leurs prévisions et maintiennent 2,5%, mais on fait savoir, ça c'était au mois de juillet, depuis le mois de juillet, ils n'ont pas revu le chiffre, mais on fait savoir que ces prévisions seront évidemment ajustées et à mon avis, dans quelques jours ou quelques semaines tout au plus, le ministère du Développement économique publiera des prévisions revues très certainement à la baisse. Du côté de la Banque centrale, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a plusieurs scénarios qui ont été publiés, mais dans son scénario, j'allais dire, de base, la Banque centrale prévoit une croissance du PIB russe située entre 1 et 2%. Donc plus bas que le ministère du Développement économique, mais dans la fourchette qui comprend la prévision de Monsieur Silwanov. Actuellement, enfin, au vu de la trajectoire du PIB russe depuis le 1er janvier et jusqu'à, on va dire, à l'été, ce PIB se situe plutôt sur une trajectoire de croissance à 1,2%. Donc, on est plus de deux fois en dessous de la croissance du PIB russe pour l'année 2024, mais aussi pour l'année 2023, puisque pour ces deux années-là, on était au-dessus de 4% de croissance pour l'économie russe. Alors, autre gros sujet de prévision du déficit. Le déficit en 2025, selon toujours M. Silwanov, a priori, enfin, en tout cas, c'est une citation qui est donnée dans Interfax, mais qui n'est pas attribuée à M. Silvanov, excusez-moi, mais à une autre source anonyme, eh bien, mais en lien avec les affaires économiques. Eh bien, ce déficit devrait être de 1,7% du PIB, c'est-à-dire dans la valeur, la valeur qui lui est attribuée dans le budget. Mais je rappelle que sur la période janvier-juillet 2025, ce déficit s'est établi à 2,2% du PIB, hein, environ 4 900 milliards de roubles, 2,2% du PIB, évidemment, comparativement à d'autres déficits budgétaires dans d'autres pays, c'est pas si mal, mais ça reste plus que ce qui est prévu dans le projet de budget actuellement en vigueur. Alors, je vous parlais de la Banque centrale tout à l'heure, elle a publié un rapport aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, concernant la politique monétaire russe pour 2026-2028. Et donc, comme dans tout rapport de la Banque centrale, vous avez le scénario de base, vous avez un scénario optimiste, un scénario pessimiste. Bon. Je ne vais pas tous vous les répercuter, évidemment, ça ferait beaucoup de chiffres, mais concernant le taux directeur, puisque c'est une actualité qui intéresse beaucoup de monde, eh bien, le taux directeur moyen jusqu'à 2025, selon ce rapport, devrait rester inchangé, c'est-à-dire entre 18,8 et 19,6%. L'inflation, elle, resterait dans le scénario de base comprise entre 6 et 7%, statistiquement, hein. Et d'après ce rapport, la Banque centrale voit une inflation à 4% pour 2026, 2027 et 2028. C'est-à-dire 4%, je rappelle que c'est la cible des services de Mme Nabiolina, hein, depuis plusieurs années. Aujourd'hui, cette inflation est quand même nettement plus haute, puisqu'on est plus du double, hein, on est entre 8 et 9% officiellement, statistiquement, hein, en termes donc d'inflation. D'ailleurs, sur la question du taux directeur, le président du RSPP, M. Chourin, donc l'équivalent du MEDEF, hein, le MEDEF russe, le RSPP, s'est exprimé lui aussi depuis Vladivostok en expliquant que, d'après lui, dès la semaine prochaine, hein, je cite M. Chourin, eh bien, ce taux directeur pourrait baisser de 100 à 200 points de base, c'est-à-dire de 1 à 2 points. Je rappelle que la Banque centrale doit tenir sa réunion de rentrée le 12 septembre, où il sera décidé ou non d'abaisser le taux directeur de la Banque centrale. Donc, selon M. Choukin, alors là aussi, est-ce qu'il a des informations, j'allais dire, fraîches, ou est-ce que c'est un moyen de mettre la pression sur Mme Nabiolina et de faire comprendre qu'il faut baisser ce taux directeur pour permettre de l'investissement en le baissant de 1 à 2%, on verra. Chine aussi, hein, le patron de Rosneft, s'est exprimé de manière bien plus agacée, fidèle à lui-même, en expliquant que le taux était beaucoup trop haut et qu'idéalement, il faudrait l'abaisser jusqu'à 11% pour libérer l'investissement dans le pays. Donc on voit qu'il y a toujours cette bataille dans les milieux à la fois d'affaires, mais dans les milieux du bloc économique, au sein du bloc économique, sur cette question du taux directeur. On en avait parlé avant la pause estivale, donc dans le contexte du SPIF hein, à Saint-Pétersbourg. Vous voyez qu'il se retrouve après la pause estivale à Vladivostok. Le sujet est toujours sur la table et suscite toujours des réactions assez polarisées. Voilà pour la première partie du briefing, Président. Merci. Alors, on a quelques questions. Alors, déjà, il y en a
C'est pas une question, mais c'est une réflexion, mais sur laquelle tu peux t'exprimer. Quelqu'un qui nous dit que VK vidéo, donc c'est beaucoup pour regarder des films et séries occidentales pour remplacer Netflix et autres plateformes ayant quitté la Russie. Voilà, donc je pense qu'il y a une nuance effectivement sur le type de contenu peut-être. Et Oui, alors c'est VK Vidéo, bon, surtout depuis 2022 et les 4 ans de la guerre, hein, effectivement, sur VK Vidéo, vous pouvez retrouver en intégralité des films occidentaux, américains, des blockbusters, des films plus anciens aussi d'ailleurs, et dans de avec très nombreuses langues, en français, en ce que vous voulez. Ils sont disponibles en ligne, en streaming, en accès gratuit, limité. Parfois, il est même, je crois qu'il est quand même nécessaire de disposer d'un compte pour pouvoir s'y connecter, sur VK, je veux dire. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas, évidemment, avant 2022 et les embargos sur les films, etc. Là, maintenant, quand vous allez sur VK, que vous voulez regarder un film, vous avez de fortes chances de pouvoir le trouver, et qui plus est dans votre langue. Après, il y a des questions de qualité vidéo, hein, pour les puristes. Peut-être que la qualité n'est pas très bonne. Parfois, elle l'est. Parfois, elle est d'excellente qualité. Parfois, il y a des sous-titres, parfois non. Bon, évidemment, c'est pas Netflix ou d'autres plateformes où on peut tout configurer, le langage, les sous-titres, etc. C'est pas aussi fin, mais c'est gratuit, c'est en ligne, et donc ça peut expliquer une fréquentation en hausse. Évidemment que sur YouTube, vous ne trouvez pas la même offre. Ouais. Donc, ça, ok. il y a notamment un certain nombre, enfin, il y a une double interrogation. La première, c'est quel est le ressort finalement de cette volonté populaire russe à 70% de ne pas accorder la propriétaire aux étrangers? Est-ce que c'est de la xénophobie pure, un réflexe nationaliste, ou est-ce que, enfin, ou c'est un réflexe plus profond? Parce que la question, c'est les étrangers, les 10 étrangers risquent pas de partir avec les terres. Dire par nature, les terres vont rester où elles sont. Donc, quel est le danger perçu pour ça? Et le deuxième aspect des questions, dans ce qui ressort, c'est est-ce que c'est pas un mauvais signal donné justement aux étrangers, à l'investissement étranger, qui semble être souhaité dans les forums économiques et divers. Donc, quel est ton sentiment sur cette question? Sentiment assez partagé. Je rejoins ta réserve sur certains éléments, c'est-à-dire que je pense que ces sondages reflètent évidemment l'état d'esprit, puis qu'il y a de l'émotion, hein, quand on interroge les gens sur ces sujets-là. Premier élément, ça reflète l'état d'esprit et le bruit de fond permanent qu'il y a en Russie depuis 2022, hein, plus spécifiquement. La relation à l'étranger en Russie a jamais été simple, hein, historiquement. Ça, on sait, la relation à la terre dans l'histoire russe a aussi été toujours très compliquée. Je rappelle le servage, ne serait-ce que le servage, hein, par exemple, comme élément historique. Donc, ce sont des relations complexes, des relations émotionnelles. Il y a tout le travail de propagande qui est là, hein, évidemment. Mais je rappelle que dans le sondage, on ne fait pas le distinguo sur quels étrangers. Je serais curieux de voir le résultat si on parlait d'entreprises occidentales, d'entreprises chinoises, d'entreprises indiennes, je ne sais pas. Est-ce que pour l'aspect activité des entreprises et de propriétaires terriens, voilà, de sociétés, par exemple, d'entreprises là aussi agro-industrielles américaines, et on sait qu'ils ont d'énormes entreprises qui, alors, sont pas forcément présentes en Russie, la plupart sont partis, évidemment, mais qui disposent de dizaines de milliers d'hectares dans d'autres pays. Bon, est-ce que la réaction serait la même ou pas? C'est possible. Mais faut jamais oublier qu'effectivement, aujourd'hui, il reste des entreprises étrangères non occidentales et qui sont même arrivées prendre la place de certaines entreprises étrangères occidentales sur certains segments économiques, et notamment dans l'agriculture. On a pu voir arriver des Turcs, par exemple, ou autres. C'est des investissements, c'est du travail. Et donc ça aussi, ça peut compter, mais manifestement, dans le cadre de ce sondage-là, ce ne sont pas ces paramètres-là qui sont pris en compte, vu les résultats. Bien, merci beaucoup. Eh bien, on peut passer directement à la deuxième partie maintenant. Donc, que s'est-il passé dans le monde? Qu'est-ce qui se passe autour de la Russie au sens étroit et large? Alors, je vais commencer par un petit bilan sur le sommet de l'OCS à Tianjin, en Chine, hein, l'Organisation de coopération de Shanghai, dont j'avais déjà parlé
dont j'ai déjà parlé lundi. Donc, le sommet, 25e sommet de l'OCS s'est conclu. Alors, il a été une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement y ont assisté. Monsieur Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, était présent. Le principal résultat, je l'avais évoqué, cette déclaration de Tianjin qui est extrêmement longue, un texte extrêmement riche, qui a donc été adopté. Et dans ce vaste texte, qui est souvent cité, ce qui est souvent retenu comme principal fruit de cette rencontre, c'est l'annonce de la création de cette banque de développement de l'Organisation de coopération de Shanghai, activement promue par la Chine, hein, sans que pour autant il y ait de calendrier aujourd'hui concret ni de feuille de route sur sa création, sur les infrastructures, où est-ce qu'elle sera située, même si on peut imaginer qu'elle sera située en Chine a priori. Enfin, le siège sera peut-être situé en Chine. Mais cela marque évidemment une évolution, je l'avais dit, hein, dans l'orientation de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui était à l'origine une structure pensée pour la coopération dans le domaine sécuritaire au sens quand même assez large, hein. J'avais parlé du terrorisme, la lutte contre le narcotrafic, les séparatismes, etc. Et qui va maintenant s'occuper de développement, qui va s'occuper d'intelligence artificielle, qui va aussi prétend avoir un agenda vert, prétend parler d'investissement vert, etc. Bon, ça devient quand même quelque chose de beaucoup plus large et avec évidemment l'initiative sur la gouvernance mondiale proposée par le président Xi Jinping, hein. Je renvoie à un article du Financial Times qui est très bien écrit à ce sujet-là. On voit la photo de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Modi qui sont en train de discuter, visiblement de très bonne humeur, hein, dans cette nouvelle gouvernance mondiale dite post-occidentale, appelée de leur vœu par ces trois dirigeants. Initiative saluée sans surprise par Vladimir Poutine, hein, qui a souligné la nécessité de créer un monde multipolaire et estime que la Russie et la Chine, dans ce contexte-là, jouent un rôle de premier plan pour former ce nouvel ordre mondial plus juste, désoccidentalisé, post-occidental. Il y a plusieurs épithètes, plusieurs qualificatifs derrière qu'on rajoute très souvent. Et là aussi, l'OCS a servi un petit peu de non seulement de coquille, mais de plateforme, de forum pour faire avancer ces idées-là. Après le sommet des BRICS de Kazan de l'an dernier, hein, souvenez-vous, on en avait parlé, où il y avait été aussi beaucoup question d'ordre mondial alternatif, mais avec un agenda plus financier, économique, qui était notamment promu par la Russie, qui occupait alors la présidence tournante des BRICS. Alors, après cette séquence de Tianjin, séquence OCS, on reste toujours en Chine, mais il y a une séquence sino-russe, on va dire, les pays hôtes étant la Chine, puisque Vladimir Poutine est resté pour les 80 ans de la célébration de la victoire de la Chine contre le Japon en 1945. Alors, à cette occasion, une vingtaine de documents ont été signés par les chefs d'État russes et finnois, des documents qui couvrent plein de domaines, l'énergie, l'espace, l'agriculture, la santé, l'éducation, enfin, beaucoup de documents, hein, de mémorandums, de protocoles. La Chine a annoncé qu'elle allait mettre en place un régime expérimental de 30 jours sans visa à compter du 15 septembre pour les ressortissants russes, qui pourront donc se rendre plus facilement en Chine. Et d'après le régulateur touristique russe, hein, Ator, eh bien, on peut s'attendre à 30 à 40% de plus de flux touristiques russes vers la Chine. Je rappelle qu'il y a des vols directs, hein, depuis Saint-Pétersbourg, Moscou et plusieurs villes de province, notamment en Extrême-Orient, vers les villes chinoises. Donc avec ce projet expérimental de 30 jours sans visa. Mais le principal résultat de cette rencontre bilatérale, et parmi les documents signés, c'est évidemment le mémorandum qui porte sur la construction du gazoduc Force de Sibérie 2 à travers la Mongolie. Donc un mémorandum qui donc un cadre pour ce gazoduc pour une durée de 30 ans, hein. Un gazoduc qui devra avoir une capacité d'exportation de 50 milliards de mètres cubes par an via la Mongolie, hein, donc comme je l'ai indiqué. Et il y a également un autre accord complémentaire qui a été signé entre Gazprom et CNPC, qui est l'augmentation du volume qui transite par force de Sibérie 1 pour que celui-ci passe de 38 à 44 milliards de mètres cubes, donc plus 6 milliards de mètres cubes. Et il y a encore 2 milliards de mètres cubes supplémentaires qui devraient passer par un autre tuyau qui s'appelle l'itinéraire oriental, le tout totalisant donc 106 milliards de mètres cubes, hein, quand on prend les trois projets avec les capacités annoncées, à la fois nouvelles de force de Sibérie 2 et augmentées pour les deux autres tubes qui existent déjà. On arrive donc à 106 milliards de mètres cubes à terme.
Je rappelle que la Russie exportait en 2021 vers l'Union européenne 150 milliards de mètres cubes et que donc pour Gazprom, il y a l'urgence à remplacer les volumes manquants qui ne partent plus vers le marché européen par tuyau, par tube. Alors cela dit, il y a certains bémols sur ce projet de Force de Sibérie 2. Bon, il y a les effets d'annonce, évidemment, c'est un projet qui est attendu depuis des années. On sait que les Russes et les Chinois le négocient depuis des années, que les Chinois voulaient obtenir un prix pour le gaz qui était quasiment celui du prix du gaz subventionné sur le marché intérieur russe. Donc évidemment pour Gazprom, ce n'était pas du tout intéressant parce que Gazprom, lui, voulait obtenir un prix export qui ne sera clairement pas le prix qui était payé par les Européens à l'époque, hein, ce serait un prix inférieur. Mais pour l'instant, en réalité, ces paramètres-là ne sont toujours pas décidés. C'est-à-dire que là, on a un mémorandum juridiquement contraignant, comme le présentent à l'envi les commentateurs et les officiels d'ailleurs qui ont annoncé hein, la signature de ce mémorandum, sauf que les paramètres commerciaux, la répartition du financement et des investissements, pour l'instant, n'est pas encore décidée. C'est-à-dire que les Russes et les Chinois et les Mongols doivent encore en discuter pour savoir qui va financer quoi, prendre quoi à sa charge. On n'a pas eu de commentaires sur le prix payé par les Chinois pour le gaz russe non plus, hein, ça on n'en sait rien. Donc il reste en réalité des sujets parfois les plus délicats à finaliser. Il n'y a pas de calendrier non plus et pas de précision sur les engagements financiers à long terme. Donc euh, il y a de l'effet d'annonce, il y a un mémorandum qui est signé. Avant, rien n'était signé, donc c'est quand même une avancée, hein, c'est pas rien. Mais maintenant, les parties vont s'engager dans les négociations commerciales et financières qui, a priori, seront difficiles. Dans le cadre toujours de cette séquence en Chine, Vladimir Poutine a eu par ailleurs de très nombreux entretiens bilatéraux en marge des célébrations du 80e anniversaire que j'évoquais avant, entretien avec le président biélorusse M. Loukachenko, entretien avec le chef du gouvernement slovaque M. Fico, qui était le seul représentant, un des représentants dirigeant de l'Union européenne à, à Pékin. Il y a M. Vucic, le Serbe, qui était aussi présent à Pékin. M. Poutine s'est aussi entretenu avec le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, une vieille connaissance, avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Ils ont discuté 2 heures et demie, entretien très long. Et Vladimir Poutine s'est également entretenu avec le président du Vietnam. On a assisté à une poignée de main rapide, plutôt fraîche, entre Poutine et Aliyev, hein, au détour d'un vestibule. Donc ils ne se sont pas ignorés, ils se sont serrés la main, mais ce n'est pas allé beaucoup plus loin. Et puis je vais terminer par un point sur l'Ukraine, évidemment. Alors pas beaucoup d'avancées, cela dit, il y a eu des déclarations de la part de Vladimir Poutine et de la part de Sergei Lavrov sur le sujet. Vladimir Poutine, donc depuis la Chine, qui s'est exprimé sur le sujet ukrainien. Sujet ukrainien, je rappelle, qui est le grand absent de la déclaration de Tianjin. Hein, à l'OCS, ça a été, on n'en a pas parlé. Bon, les Russes en ont parlé, mais dans la déclaration finale, il n'y a pas une ligne sur l'Ukraine. Hein. Donc, selon M. Poutine, la Russie est prête à coopérer avec les États-Unis sur le sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est un élément de négociation qui a été donc introduit ou réintroduit par la partie russe, avec l'enjeu pour les Ukrainiens, bon, outre la souveraineté évidemment sur le territoire même, mais c'est l'électricité. Et c'est les flux d'électricité que les Russes ont reroutés vers les territoires qu'ils contrôlent, hein, vers l'intérieur. Et donc, ce qui fait que les Ukrainiens reçoivent beaucoup moins d'électricité de cette centrale nucléaire qui est énorme. Et ce qui fait que l'Ukraine doit importer de l'électricité depuis les pays européens qui l'aident. Donc il y a là un élément de négociation, en tout cas un élément, une porte entrouverte, on va dire, raisonnablement. Hein. D'autres déclarations de Vladimir Poutine qui portent sur les questions de sécurité et donc règlement plus général. Selon le président russe, la sécurité de l'Ukraine ne peut être assurée aux dépens de celle de la Russie. Alors, venant Poutine, c'est pas une surprise, il n'y a rien de nouveau, mais ça renvoie, pourquoi je la cite, c'est parce que ça renvoie à la conception russe de la notion de sécurité qui, du point de vue de Moscou, est indivisible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas assurer votre sécurité au détriment de celle de votre voisin. Il faut trouver un accord. L'autre concept de sécurité, je l'avais dit, je le redis, c'est celui de la liberté des acteurs, des États d'entreprendre et de nouer des arrangements sécuritaires comme bon leur semble, d'adhérer à des blocs et des alliances militaires pour garantir leur sécurité. C'est deux principes qui peuvent se contredire. Là, les Russes mettent l'accent une fois de plus sur la notion d'indivisibilité de la sécurité. D'autre part, deuxième déclaration intéressante sur les territoires. Selon le président russe, Moscou ne lie pas directement les garanties de sécurité
pour Kiev à la question des territoires. On déconnecte la question des territoires des garanties de sécurité qui sont discutées en ce moment à Paris par M. Macron, M. Zelensky, M. Starmer et le président espagnol qui est là, Premier ministre espagnol, excusez-moi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans la séquence Alaska et Washington DC, pendant un moment, on a eu le sentiment qu'il pourrait y avoir une espèce de deal territoire contre garantie de sécurité. Autrement dit, les Russes rendraient certains territoires sur lesquels ils n'ont pas de prétention parce qu'ils n'ont pas encore annexé, hein, donc ce qui tiennent dans la région de Dnepropetrovsk, la région de Kharkov, d'une part, et d'autre part, ils fermeraient les yeux sur les territoires qu'ils prétendent contrôler, mais dont ils n'ont pas le contrôle effectif dans les régions de Kherson et Zaporogie, quand même 30% et 30% de ces deux oblasts, pour obtenir le Donbass et en échange des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Bon, là, le président russe ferme la porte là-dessus, il dit c'est deux sujets distincts, il y a la question territoriale et les garanties de sécurité, on ne peut pas faire de lien entre les deux. Et il a réitéré, troisième déclaration, le fait qu'il se disait prêt à rencontrer M. Zelensky, mais que celui-ci, pour cela, devra venir à Moscou, ce qui paraît évidemment impensable. Donc c'est on dirait, une invitation gratuite, puisque ça ne se réalisera pas. Ça permet de maintenir la posture qu'on reste ouvert aux négociations, qu'on n'est pas le plus va-t-en-guerre des deux. Hein, c'est ce qu'on explique avec Arnaud depuis quelques temps, à faire porter le chapeau à la partie d'en face pour le fait que les discussions n'aboutissent pas. Voilà pour les déclarations, mais il y a eu un article de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, paru dans un journal indonésien, un article très intéressant, puisque là aussi, il est revenu sur certains éléments, il est revenu sur le nouveau système de garantie de sécurité pour la Russie et l'Ukraine, qui, d'après lui, doit faire partie d'une architecture de sécurité plus vaste, non pas européenne, mais eurasiatique, puisque les Russes désormais parlent d'architecture de sécurité eurasiatique et non plus européenne. Et évidemment, dans cette lecture-là, le règlement de la guerre en Ukraine est une première étape indissociable de la construction d'une nouvelle architecture de sécurité qui serait eurasiatique cette fois-ci. On est en pleine séquence avec la Chine, l'OCS, et une déclaration comme ça qui vient, c'est pour rappeler que tout ceci s'inscrit un peu dans la même logique, hein, de pivot vers le pivot oriental, etc., pivot asiatique. Là, M. Lavrov a réaffirmé que la reconnaissance de la Crimée, de Donetsk, de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporizhia est nécessaire pour une paix durable, et c'est-à-dire la reconnaissance de l'appartenance à la Russie de toutes ces régions-là. Donc, certains diront, est-ce que c'est une rechute, un raidissement? Est-ce qu'il n'y avait pas eu quelque chose qui s'était passé avec l'Alaska, avec Washington DC? Bon, s'il y avait un doute, là, il n'y en a plus tellement. On peut dire que c'est une posture de négociation, que de fait, il pourra y avoir en réalité des compromis sur Kherson et Zaporozhye. Sur la Crimée, Donetsk et Lugansk, ça paraît quand même difficilement envisageable de la part des Russes. Et que M. Lavrov a enfin conclu en disant que dans le cadre du règlement pacifique du conflit, eh bien, il fallait que le statut de neutralité, de non-alignement et de dénucléarisation de l'Ukraine soit garanti, tel qu'il l'était dans la déclaration d'indépendance de l'Ukraine en 1990, avant que la Constitution soit retravaillée après Maïdan en 2014. Voilà, je m'arrête là, Président, pour la partie politique étrangère. Ouais, c'était déjà très très dense et très complet. Alors on a beaucoup de réactions sur le double sommet chinois, je dirais. Et déjà une question, le fameux pipeline, là, enfin le gazoduc qui passe par la Mongolie, on parle bien de la Mongolie État indépendant, on n'a pas l'impression qu'ils étaient partie prenante aux négociations. Il y avait quelqu'un quand même du gouvernement mongol où on tient pour acquis qu'ils laisseront traverser leur territoire sans rien dire. Je pense quand même qu'on leur a demandé leur avis. Ils étaient représentés. Évidemment que l'annonce a été faite par les Russes, pas par les Chinois ni par les Mongols d'ailleurs. Mais ça faisait partie des projets qui étaient évoqués. Il y avait d'autres projets, hein, que les Mongols essaient de promouvoir aussi, pour des tracés de gazoduc, mais c'est finalement celui-ci qui l'a emporté. En tout cas, il y a un client, la Chine, et un fournisseur, la Russie, qui se sont entendus sur ce tracé-là, et dans le cadre du mémorandum que j'ai évoqué. Donc oui, c'est vrai que les Mongols paraissent un petit peu effacés par rapport aux deux autres, mais on imagine bien quand même qu'on leur a demandé leur avis, et puis ils vont très certainement toucher des royalties, hein, pour le transit du gaz. Et ce qu'ils vont payer pour la construction des infrastructures, peut-être qu'on va essayer quand même de les faire contribuer, mais les gros payeurs, ça va être a priori les Russes, hein. Force de Sibérien avait été construit à l'époque
largement grâce aux bénéfices retirés par des ventes de gaz russes aux Européens, ce qui dégageait de l'argent de manière considérable, puisque le prix payé par les Européens était intéressant. Là, c'est fini. Donc, les investissements seront peut-être plus lourds à entreprendre pour Gazprom. Alors, il y a une autre question qui est assez intéressante, qui fait, euh, qui fait écho aux deux aspects justement de cette rencontre chinoise, c'est qu'on a vu circuler deux photos avec chaque fois trois dirigeants, mais qui étaient assez contrastés, puisqu'on avait d'une part les dirigeants russes, chinois et indiens, avec l'Inde qui est perçue comme une grande démocratie malgré tout. Et on avait ensuite un autre triumvirat qui était donc le russe, le chinois et le coréen du Nord et qui donne pas du tout la même image. Et est-ce que justement pour les Russes et les Chinois, c'est pas un peu dommageable en termes d'image de s'afficher justement avec quelqu'un qui finalement donne une image de grand retard par rapport à leurs deux pays. Enfin, comment est-ce que c'est perçu par les opinions publiques et même en général? Bah, ça dépend d'image auprès de qui, ça dépend du public, hein. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'auprès des Occidentaux, très certainement que, je n'ai pas regardé les commentaires qui étaient faits sur les plateaux de télé ou ailleurs, mais très certainement qu'il devait y avoir des commentaires négatifs ou condescendants ou critiques. Mais auprès des opinions publiques chinoises, auprès d'autres opinions publiques, à mon avis, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Je suis pas sûr que ça soit pris de la même manière. On l'a déjà dit ici, mais c'est bon de le redire que les Russes se soucient plus tellement en réalité de leur image auprès des Occidentaux. C'est pas vraiment leur sujet. C'est une bataille en réalité qu'ils n'ont jamais vraiment livrée. Du principe qu'ils étaient plutôt perdants, partaient plutôt perdants plus qu'autre chose. Alors qu'en réalité, il y avait des ressources hein, pour faire quelque chose de positif, ou essayer de travailler un soft power et travailler son image, hein. Il y avait quand même des éléments sur lesquels ils auraient pu s'appuyer. Bon, ça n'a pas été fait, ou quand ça a été fait, ça a été mal fait. Maintenant, pour le reste de l'opinion publique mondiale non occidentale, la majorité mondiale avec lesquelles les Russes prétendent travailler maintenant et avec lesquels ils prétendent construire un nouvel ordre mondial, je pense que cette image elle leur paraît tout à fait acceptable. Alors, une autre question qui est intéressante aussi, la Chine a-t-elle de meilleures relations avec les républiques du Caucase et d'Asie centrale que la Russie? Alors, la Chine a beaucoup investi dans ces pays-là, à tel point que ça a pu conduire certains de ces pays à se trouver dans des situations assez embarrassantes, très vite d'ailleurs, pour un pays comme Turkménistan, par exemple, qui a d'immenses réserves de gaz. Les Chinois, depuis plus d'une décennie, pratiquement une vingtaine d'années, avaient, comment dirais-je, convoité ces réserves de gaz du Turkménistan. Et Turkménistan étant géographiquement par un peu enclavés au cœur de l'Eurasie, ils n'ont pas eu trop de marge de négociation avec les Chinois. Et donc, alors, c'était bien d'avoir les investissements chinois, sauf que c'est les Chinois qui ont dicté les prix du gaz et les Turkmènes cherchaient même à se tourner vers Gazprom pour essayer de trouver des marges de négociation, des marges de manœuvre pour vendre le gaz aux Russes pour que les Russes le réexportent ailleurs, enfin, etc. En l'absence d'un pipeline transcaspien hein, qui permettrait d'envoyer du gaz turkmène dans les tuyaux azerbaïdjanais. Bon, donc, si on demande aux Turkmènes qu'est-ce qu'ils pensent des Chinois, là, vous voyez, peut-être qu'on aura quelque chose là aussi de contrasté. Est-ce qu'ils préfèrent les Russes? Bon, je sais pas. Donc là, en termes de réception, je pense que l'empreinte économique chinoise, par moment, peut être un petit peu gênante. Elle est néanmoins indispensable parce que ça a permis à ces pays de bénéficier d'investissements substantiels, d'être dans les schémas de route de la soie, etc. Mais comme ils se sont partagés les rôles avec les Russes s'occupaient plutôt du sécuritaire, on va dire. Je pense que les perceptions sont contrastées. Pour les déclarations de M. Tokayev ces derniers mois, on peut dire qu'une forme de résignation ou de fatalisme en disant bah, la géographie est ce qu'elle est, la Russie va pas bouger, c'est notre voisin, il y a les liens qu'on connaît historiques, etc. Bon, on fait comme on peut. Merci. Dernière question, je pense, et on va pouvoir clore là-dessus. Zelensky à Paris,
Curieusement, ça, c'est un peu pas sous les radars, mais c'est assez discret comme visite. Est-ce que c'est un bon signe dans le genre que les négociations sont toujours meilleures quand elles sont discrètes ou qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, ce qui est intéressant, c'est que côté russe, j'ai pas vu beaucoup de commentaires. On semble s'y intéresser peu. En tout cas, à ce stade, la réunion n'est pas finie, hein. Donc, M. Zelensky est à Paris, où il rencontre évidemment M. Macron. Je l'ai dit, le Premier ministre britannique Starmer. Il y a également le chef du gouvernement espagnol. Il y a le Finlandais, M. Stubb, qui est là. Monsieur Merz est absent, chancelier allemand n'est pas là, ce qui est une absence à relever. Et il est question évidemment de garantie de sécurité, hein. C'est le gros dossier sur lequel continuent de travailler les Européens pour essayer de parvenir à proposer une offre, comment dire, enfin proposer quelque chose à Donald Trump très certainement. Euh, Monsieur Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, mais qui est actif sur le dossier ukrainien, on en a déjà beaucoup parlé, devait avoir un second entretien, je crois, cet après-midi en visio avec ce groupe donc de représentants à Paris. Je crois avoir vu passer que la visio s'est terminée au bout de 20 minutes, c'est-à-dire moins que notre briefing. C'est allé très très vite. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Je ne sais pas, mais il continue d'avancer sur la question des garanties de sécurité. Monsieur Zelensky a eu des déclarations dans la cour de l'Élysée qui étaient assez nuancées, me semble-t-il. Il n'était pas apparemment pas suffisamment satisfait de ce qu'on manifestement lui proposait comme garantie de sécurité. Bon, c'est pas surprenant, mais on va voir, on va attendre d'en savoir plus. Mais pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose et je relève que de côté russe, on s'y intéresse pas beaucoup. Bien, on va finir par une dernière question. Il faut que tu mettes ton châle de Madame Irma et nous donner un pronostic sur la valeur du rouble cet automne. Bah alors je vais botter en touche, je vais lire le rapport de la Banque centrale pour vous dire quels sont les pronostics à la fois dans le scénario conservateur, le scénario pessimiste, optimiste. Du rouble quoi par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Bon, À l'euro, on va dire. bon, l'euro, ce serait bien. S'il pouvait un peu se raffermir, ce serait bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas spécialement de raison. Et d'ailleurs, c'est pas que lié évidemment au rouble, hein. Ça va être lié aussi à ce qui se passe dans la zone euro, avec certains gouvernements qui vont peut-être tomber, certains budgets qui vont peut-être pas être réalisés. Tout ceci peut peut-être quand même. Et puis il y a eu hein, une augmentation de l'inflation dans la zone euro que j'ai relevée. Alors ça n'a rien à voir avec l'inflation en Russie. Je crois que statistiquement dans la zone euro, elle est évaluée à 2,2% en augmentation. Légère augmentation aussi. Bon, ça peut contribuer à déprécier l'euro, donc à un taux de change peut-être un peu plus intéressant. Voilà. Je suis pas très bon, Madame Irma, un président en général. Sur ces points-là, c'est un petit peu dur, ça. Et On est selon démenti par l'expert après. selon la vieille formule, il est difficile de faire des prévisions, surtout en ce qui concerne Surtout en ce l'avenir. qui concerne l'avenir, exactement. Voilà, très bien. Merci en tout cas, Igor, de ce long briefing que tu as parfaitement assumé et assuré. Donc, on se retrouve lundi prochain à 17 heures, donc pour notre briefing traditionnel du lundi. D'ici là, bien entendu, eh bien, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.